Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Et nous recevons aujourd'hui Samy Biazoni pour son ouvrage Les statistiques statistiquement correctes. C'est un ouvrage qui décrypte toutes les statistiques et comment elles peuvent, en nous inondant, nous tromper. Et cet ouvrage alerte le citoyen dans un essai critique qui dénonce les biais et les manipulations des statistiques qui peuvent influencer le débat public. Donc analyse les chiffres, comment ils structurent les grands enjeux sociétaux de notre temps, tels que le chômage, la croissance, les inégalités, l'opinion publique. Il montre comment les chiffres sont souvent tronqués, inexacts, voire orientés pour servir des intérêts politiques et idéologiques. Et vous dévoilez Samy Biazoni, dans Statistiquement Correct, la tendance à présenter les données comme des vérités indiscutables, alors qu'elles en sont en réalité sujettes à caution. Et vous invitez le lecteur à exercer son esprit critique et à se méfier des chiffres qui prétendent dire le réel. Il propose également des pistes pour améliorer la qualité et la transparence des statistiques. Bonjour Samy Biazoni. Bonjour Baudouin. Donc vous êtes l'auteur de Statistiquement Correct aux éditions du CERF et vous êtes également docteur en philosophie à l'École normale supérieure de Paris. Alors, pour vous parler notamment des sondages dans votre ouvrage qui sont omniprésents en politique et qui de plus en plus présents même, et leur méthode de sondage n'est pas toujours connue et beaucoup de gens s'étonnent parfois de ne pas être sondés. Comment fonctionnent ces sondages et pourquoi ils dictent la politique aujourd'hui ? Alors, les sondages fonctionnent de manière relativement transparente, malgré tout ce qu'on peut imaginer. Il est établi des échantillons, c'est à la base du sondage, c'est-à-dire que plutôt que d'interroger toute une population, on n'interroge jamais les plus de 67 millions de Français, donc il faut sélectionner des Français qui représentent la population. Ces échantillons sont constitués selon des méthodologies qui sont scientifiquement établies. On essaye d'avoir toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges, de manière à avoir comme une petite France miniature, si vous voulez. Alors, historiquement, on avait des panels qui étaient soit pris au hasard, parfois dans la rue, par des sondeurs, et c'était l'art du sondeur que d'aller sélectionner adéquatement. De plus en plus, on a des sondages qui sont administrés par Internet, et donc tout un chacun, d'ailleurs, peut s'inscrire, demander à faire partie des sondages et puis d'ailleurs même être rétribué pour sa participation. Il sera ou pas sélectionné selon son profil. C'est un peu comme Médiamétrie, si vous voulez. Beaucoup de gens disent mais l'audimat, d'où ça vient ? Eh bien, l'audimat, c'est un jour, on vous contacte, on vous installe un boîtier chez vous, alors de moins en moins avec les box aujourd'hui, et vous faites partie du fameux panel, c'est-à-dire que vous devenez représentatif. Alors, du coup, la question, c'est est-ce que les sondages influencent un vote ou bien est-ce qu'ils sont juste le reflet d'une opinion à un instant T, justement ? Alors, c'est un point très important. Un sondage est une photographie. Un sondage ne prédit pas. Contrairement à ce que l'on peut penser ou contrairement à ce que certains peuvent penser, un sondage n'est pas une anticipation d'un vote. C'est effectivement, comme vous le dites, une photographie à un moment donné de l'opinion. Mais il y a des effets très pervers au sondage puisque le sondage vient modeler le réel lui-même, il vient influencer les individus. Je prends un exemple très très simple. Si vous pensez que votre candidat caracole en tête juste avant une élection, vous aurez tendance, en moyenne, à moins vous déplacer pour l'élection. Et donc, vous faites ce qu'on appelle une anti-réalisation. Vous participez à l'anti-réalisation du vote. C'est-à-dire que là où votre candidat était bien placé, comme vous avez tendance à vous conformer au sondage et à moins vous déplacer, sentant moins l'urgence par exemple, vous ferez en sorte que son score final soit moins élevé que ce qu'il aurait été s'il n'avait pas eu le sondage. Et à l'inverse, un candidat qui serait deuxième, pas très loin, qui talonnerait un autre candidat, aurait ses soutiens, ses supports, qui se mobiliseraient plus. Et donc le sondage vient agir directement sur le réel, vient prophétiser le réel quelque part. Est-ce que c'est ce qui s'est passé par exemple pour l'élection de Donald Trump en 2016 ou par exemple avec le Brexit où on s'attendait à une victoire d'Hillary Clinton et effroi, c'est Donald Trump qui est élu? Alors, pour Donald Trump, c'est très particulier puisqu'il y a un système de grands électeurs et donc il est très difficile d'établir la jonction entre le vote, les intentions de vote des citoyens et le résultat final. C'est très technique et donc on peut laisser cet exemple de côté, même s'il a pu avoir ses effets. En revanche, le Brexit, très clairement. Le Brexit, alors il y a eu bien évidemment d'autres effets. C'est qu'un des effets qui conditionne un vote in fine, mais effectivement, le fait que le camp
Brexiters, le camp de la sortie de l'Union européenne, ait commencé à espérer vers la fin et eu des signes positifs, à surmobiliser ce camp, notamment dans les derniers jours, et a probablement permis de réaliser le vote qui a été celui qu'on connaît. Alors ça, ce sont les sondages électoraux. Il y a aussi les sondages d'opinion sur une question en particulier. Et vous allez nous en dire plus, que vous le décryptez dans votre livre. En fait, par un processus d'emphase, d'escalade du oui, on arrive souvent à pouvoir faire dire aux gens, en venir à nos fins. Et donc, l'étude qui est commandée... qui commande paye, entre guillemets, on peut arriver à nos fins pour faire répondre aux gens, dans notre sens, à une question en particulier, dans la façon dont on pose la question. Oui. Et les questions. Et là, alors, il y a heureusement un canon déontologique de règles qui sont connues des sondeurs. Mais, effectivement, comme vous le dites très bien, les sondages sont commandés. Les instituts de sondage sont des instituts privés. Donc ils répondent à une commande, ils répondent à une question, et la manière de tourner la question, effectivement, conditionne bien souvent la réponse, soit parce que les choix offerts sont suffisamment flous pour pouvoir avoir des catégories très larges, finalement, et englobantes. C'est notamment le cas des sondages de ressenti, ce qu'on appelle les sondages de ressenti. Avez-vous l'impression d'avoir été victime d'une discrimination ? Et là, effectivement, si vous avez des réponses floues, c'est-à-dire oui, rarement, quelquefois, et puis effectivement tout le monde pourra trouver une fois qui le mettra dans la catégorie rarement, et rarement voudrait dire oui, et à la fin vous pourrez exploiter ça en disant regardez, 90% de la population est victime de discrimination. C'est ce qui est d'ailleurs souvent utilisé. Il y a aussi la manière dont on pose la question. L'escalade des oui, c'est très simple, si j'ai 10 secondes pour l'expliquer. Si vous voulez l'heure ou si vous voulez 2 € dans la rue, et que vous allez voir quelqu'un, un parfait inconnu, et que vous lui dites s'il vous plaît, auriez-vous 2 €, la plupart des gens vous répondront non. Si vous commencez en disant mais bonjour, vous êtes bien une personne qui prend le métro, la personne va dire oui. Vous êtes là depuis longtemps, la personne va dire oui. Vous savez, le métro, vous êtes d'accord, il marche, il fonctionne pas très bien, la personne dira oui. Et puis la 4e question, ce sera au fait, auriez-vous 2 €, et le fait qu'elle ait répondu oui plusieurs fois conditionne la réponse. C'est un effet de conditionnement psychologique. C'est un petit exemple pour illustrer que la manière dont on pose la question a aussi une incidence sur le réel et sur la réponse. Et donc, dans la façon dont sont créés ces sondages, souvent, il y a cet entonnoir. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire très concrètement est-ce que vous êtes contre l'accueil de réfugiés ? On va y venir petit à petit. Est-ce que vous avez des exemples de comment alors, j'ai pris cet exemple, hein, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais comment sont à chaque fois déclinées les questions ? Oui, en fait, donc il y a vraiment beaucoup d'effets. C'est pratiquement un art. Et puis ceux qui maîtrisent, d'ailleurs ceux qui le maîtrisent au plus haut point, ce sont les mentalistes, eux qui peuvent presque conduire exactement l'attitude d'un individu. Alors bien évidemment, on est très loin. Les instituts de sondage sont beaucoup plus rigoureux qu'un mentaliste et n'oseraient pas faire cela. Toujours est-il que, encore une fois, la manière dont vous posez la question conditionne la réponse. Je vous donne un autre exemple, puisque vous m'en demandez un. Si je vous dis, êtes-vous pour, par exemple, la baisse des prix ? D'accord. Tout le monde répondra oui, vous êtes d'accord, 100% des gens y répondront. Si vous dites avant, vous conditionnez en disant la France est en dette, êtes-vous d'accord ? La France n'a plus de marge de manœuvre, les ménages s'appauvrissent, et en fait vous installez un environnement psychologique autour de la question que vous allez poser in fine, et que cet environnement vient finalement laisser penser qu'il n'y a pas d'échappatoire, que finalement la baisse des prix, c'est pas si simple parce que vous avez expliqué que ça a des effets pervers avant, par vos autres questions. À ce moment-là, les réponses que vous obtiendrez seront très différentes. Donc par exemple, ça c'est le halo, on appelle ça un effet de halo, c'est-à-dire l'environnement d'une question qui, elle, et donc là on est dans des processus un peu différents, qui vient contextualiser, sauf que in fine, vous aurez une réponse à une question, et que lorsque vous serez, vous, un média, par exemple, vous prendrez cette question, et c'est celle que vous mettrez en tête de gondole. Mais est-ce que cette escalade ne permet pas aussi d'amener la réflexion, et finalement d'éviter une réponse forcément binaire ? Si, bien sûr, mais simplement, il faut le faire avec la plus grande des probités. Alors, le mois de novembre approche, et notamment le 4 du mois de novembre, et donc c'est une tradition maintenant pour les militantes féministes de dénoncer que le 4 du mois marque le début de l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Symboliquement, elles considèrent qu'à partir du 4 du mois, elles ne sont plus payées, puisqu'il existerait un écart de salaire de 16% entre les hommes et les femmes. C'est un exemple typique de statistique dont la méthode de cette statistique est arrangée pour arriver à ce chiffre. Oui, alors là, donc le livre s'intitule « Le statistiquement correct ». Et ce que j'appelle le statistiquement correct, c'est ce qui a l'apparence du vrai, mais qui ne constitue pas le vrai. En l'état,
dire que les femmes travaillent gratuitement pendant 2 mois, donc en gros 1 mois sur 6, 2 mois sur 12, ça revient dire qu'effectivement il y a cet écart. Si vous prenez l'ensemble de la population féminine et l'ensemble de la population masculine et qu'effectivement vous calculez une moyenne, vous retrouvez un chiffre entre 15 et 20%. Simplement, ça reviendrait à dire, mais en conclure qu'il y a un effet de discrimination, c'est exactement la même chose que de dire je constate une discrimination dans la société française entre les gens à mi-temps et les gens à plein temps. Oui. Puisque les gens à mi-temps gagnent en gros 50% de moins. Personne n'irait dire ça, vous êtes d'accord? Parce que le chiffre de 15% ou de 20%, voire de 25% qu'on peut entendre, n'est pas un chiffre à qualification égale, à temps de travail égal, à métier égal, à pénibilité égale, à dangerosité égale, à qualification égale. Donc on ne compare pas la même chose. Pour traiter des phénomènes de discrimination, il faut bien évidemment, et cela c'est correct statistiquement de procéder ainsi, il faut comparer du comparable. Alors pour cet entretien, nous sommes avec Régis Le Sommier. Régis, vous aviez une question? Est-ce qu'on est avec... Non, oui, pardon. Oui, alors Régis Le Sommier, on vous écoute. Oui. Et pardonnez-moi de ne pas être présent sur place. Je suis dans les embouteillages, hélas. Eh oui, Donc, c'est la réalité de la circulation, on en parlera. Voilà, je vous écoute depuis le début. Non, il y a une question qui me taraude. Je me demande si vous avez évoqué justement l'origine des sondages, l'origine privée de la plupart des sondages. Est-ce que finalement aujourd'hui, vous parlez, votre livre s'appelle le statistiquement correct, et c'est vrai que on a eu tendance, et les politiques pendant longtemps, à croire à la sacro-sainte religion du sondage. Mais est-ce que au niveau de l'opinion, il n'y a pas un phénomène de reflux aujourd'hui? Avec le fait qu'il y a une suspicion sur le sondage en fonction de qui le commande, en fonction de... Donc si tout ça peut-être un petit peu aujourd'hui brouillé, alors qu'avant, le sondage d'opinion, je dirais, on avait un peu plus tendance à y croire. Oui, c'est une très bonne question. Alors effectivement, ce phénomène de défiance existe. Et en fait, il est corrélatif à une défiance plus large vis-à-vis du politique, du pouvoir, et vis-à-vis des secteurs d'influence dont les médias font partie. D'où l'appétence d'ailleurs pour des médias dits alternatifs, des médias indépendants. Et cela, c'est un phénomène assez fondamental. Il ne faut pas non plus... Alors, en partie légitimé par l'histoire politique française de ces 20 ou 30 dernières années, et en partie infondé. Il ne faut pas non plus tomber dans une forme de populisme qui consisterait à penser que toute information venant du haut, si je puis dire, ou du système, serait naturellement, intrinsèquement viciée. Il y a un subtil équilibre à trouver. Alors justement, vous alertez vos lecteurs à la fois se méfier, faire preuve d'esprit critique, mais alors... Quelle serait, votre méthode pour appréhender les chiffres qu'on entend régulièrement? Donc, on est inondé de ces statistiques, de chiffres, de sondages. Quelle serait la méthode de salubrité mentale, entre guillemets, pour décrypter, pour faire face et pour en tirer quelque chose ni de rejet absolu de la statistique, ni non plus de naïveté. Alors, j'appelle cela une éthique de responsabilité statistique qui est, selon moi, nécessaire. Cette éthique de responsabilité statistique, elle passe par un certain nombre de mesures personnelles ou publiques. Alors, la première et la meilleure prophylactique, c'est de prendre l'ouvrage, de le lire, d'essayer de passer un peu de temps. Et puis, dans ce dernier chapitre, je donne beaucoup plus de pistes que ce que je vais dire là. C'est d'une part, ne pas refuser l'obstacle. C'est-à-dire qu'effectivement, on traite d'un matériau mathématique. Il faut s'armer un peu. Donc ça demande un peu de patience, un peu de curiosité. C'est comme comprendre une culture étrangère nécessite bien souvent d'apprendre la langue ou d'apprendre les rudiments d'une langue. C'est un peu la même chose ici. Ensuite, c'est aussi en revenir aux sources primaires. Toujours les sources primaires. Qu'est-ce qu'une source primaire ? Lorsqu'on traite d'un débat, on ne se contente pas du traitement médiatique ou d'une dépêche AFP. On vient regarder où l'AFP a pris son information, et bien souvent, on y revient, on trouvera des travaux académiques, des travaux de grands instituts, qui eux ont des méthodologies qui sont rigoureuses la plupart du temps, et donc qui permettent d'être confrontés d'un point de vue critique. Alors, Régis Le Sommier, vous qui n'avez pas pu nous rejoindre aujourd'hui en raison des embouteillages, on va décrypter avec Samy Biazoni comment en fait les 30 km/h, notamment à Paris, même si c'est une vitesse maintenant adaptée dans beaucoup de municipalités, Samy Biazoni, comment cette arrivée de cette limitation des 30 km/h a-t-elle été justifiée par la mairie de Paris? Et vous décryptez ça dans votre livre de façon assez précise. On est parti d'une vitesse moyenne dans la capitale. C'est-à-dire qu'il y a le périphérique à 90 ou 70 selon les tronçons. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce décryptage que vous faites? Oui, c'est un des exemples
je dirais, assez amusant du livre, s'il n'était pas dramatique. On a entendu un certain nombre de responsables politiques, notamment Julien Bayou, que je cite, dire « mais écoutez, 30 km/h ne pose aucun problème puisque la vitesse moyenne est autour de 12 km/h à Paris. » Mais n'importe quelle personne normalement constituée qui a roulé dans Paris, c'est bien qu'on ne roule pas, c'est une moyenne, donc on ne roule pas à 12 km/h. Parfois on roule à 50, parfois on roule à 0, et tout cela en moyenne, ça fait 12 km/h, peut-être. Et d'ailleurs c'est même sûr, puisqu'effectivement la vraie vitesse moyenne roulée, c'est à peu près ça. Mais en fait, le fait de dire 30 km/h, c'est écréter tous les moments où on roule bien, le soir, le week-end. Et donc, il n'y a absolument aucune prise politique directe entre cette moyenne qui ne qualifie rien et la décision ou la justification de la mesure de l'écrétage, ce qu'on appelle l'écrétage, c'est-à-dire d'empêcher toute vitesse au-dessus de 30 km/h. Et là, on est complètement dans le statistiquement correct. Quelqu'un qui n'y regarderait pas dirait, mais effectivement, puisqu'on roule à 12, mais le bon sens populaire préside, et les mathématiques président aussi, heureusement, pour appuyer le bon sens populaire, et bien évidemment, cela s'est accompagné d'une réduction réelle de la vitesse moyenne, encore pire que la précédente. Par ailleurs, on confond là les causes et les conséquences, puisqu'en fait, la mairie de Paris, en l'occurrence, a tout fait et continue à le faire, et elle l'assume tout à fait bien, pour réduire cette vitesse, c'est-à-dire en empêchant, en créant des zones de contention, et donc elle a créé cette vitesse de circulation très basse, et donc elle ne peut pas justifier in fine que, en fait, elle crée la vitesse basse, ensuite elle dit comme la vitesse est basse, on peut la baisser, on peut abaisser la limite, et puis regardez, c'est bien justifié. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc là, on est encore une fois au cœur du statistiquement correct. Alors, les statistiques nous abreuvent, et elles nous ont abreuvés notamment lors de la crise sanitaire, de façon quotidienne au moment du confinement, quand était annoncé aux 20h le nombre de personnes en réanimation. Là, on a assisté pendant cette période à une dictature, si j'ose dire, de la statistique. C'est-à-dire que tel nombre de personnes admises en réa, voilà. Plus il y avait de monde en réa, plus on augmentait des mesures sanitaires. Je me contenterais de dire un diktat. Mais effectivement, il s'agit bien de cela. En fait, le diktat ou la gouvernance par le chiffre, pour prendre une expression de Desrosières, effectivement a culminé pendant le Covid. Rappelez-vous, nous avions droit chaque soir à la grand-messe qui consistait à donner des chiffres, une cartographie, la météo Covid. Vous vous souvenez de ces moments-là? Et la météo Covid, c'était généralement 1 ou 2 chiffres très très simples. Et ces chiffres déclenchaient des actions politiques d'ampleur. C'est-à-dire qu'on disait, si vous vous souvenez bien, si le nombre de contaminés lors du prochain recensement, demain par exemple, dépasse telle barre, à ce moment-là, nous prendrons telle mesure. Il y avait une forme, ce que j'appelle d'algorithmique, des règles très très simples de fonctionnement. Alors elles avaient des vertus pédagogiques, parce qu'effectivement, on rentrait à chaque fois dans des débats d'experts sur le taux de réplication du virus, et puis les taux d'inertie de contamination dans la population. C'est parfois un peu compliqué. Toujours est-il qu'on a utilisé des chiffres parfois même un peu simplistes, et j'explique. Il faut savoir 2 choses, pour donner 2 exemples très simples. Ce qu'on appelle par exemple les morts du Covid. Officiellement, c'est la nomenclature qui a été utilisée, un mort dit du Covid, c'est un mort lié au Covid. C'est pas quelqu'un qui est mort du Covid. Donc vous voyez bien que le chiffre qui est utilisé, c'est un chiffre qui est très majorant. Alors il faut faire un choix, c'est pas forcément condamnable. Mais en prendre conscience, c'est déjà faire un premier pas dans la réalisation de toute la relativité, si je puis dire, des chiffres. Ça veut dire que concrètement, si vous êtes en cancer en phase terminale, c'est ce qui s'est passé, cancer en phase terminale, vous alliez mourir dans les 3 jours, dans les 5 jours, vous attrapiez le Covid in fine, vous entriez dans les chiffres des morts du Covid. Puisque votre mort est liée au Covid. Votre mort est accompagnée au Covid. Si vous mourrez d'un accident de voiture, que vous avez le Covid, vous êtes dépisté, vous êtes mort avec le Covid, vous rentrez dans les chiffres du Covid. Est-ce qu'il existe un délit d'abus de statistiques, puisque ça reste la matière première de la décision politique? Alors, les instituts de sondage sont soumis, et notamment, particulièrement en période électorale, sont soumis à des règles qui, elles, sont contraignantes. Pour le reste, non. Et donc là, on est effectivement dans quelque chose qui relève de la bonne marche de l'édifice démocratique, si je puis dire. C'est une des pistes que je donne dans le chapitre final de mon ouvrage, c'est celui de l'intolérance aux fraudes. Il faut que collectivement, aussi politiquement, nous cessions de considérer qu'énoncer un chiffre complètement erroné ou partiellement erroné, mais en toute connaissance, ne constitue pas une faute lourde. Si, c'est une faute lourde, surtout quand ces chiffres sont énoncés dans le cadre d'une élection, par exemple, où ont des enjeux très importants.
Alors également, un autre point qui fait écho avec l'actualité sociale, ce sont les chiffres du chômage. François Hollande avait conditionné sa réélection. Bon, il ne s'est pas sa présentation à sa propre candidature. Enfin. Son autosuccession. Son autosuccession, merci. En 2017, il l'avait conditionné à l'inversion de la courbe du chômage. En réalité, on avait assisté à l'époque à un changement des critères donc de comptabilisation des demandeurs d'emploi selon les différentes catégories de Pôle emploi. Là, on a eu une pratique de transformation de manipulation des chiffres, dans le sens où on a changé les critères en cours de route, on a changé les règles du jeu en cours de match presque. Oui, parce qu'un demandeur d'emploi, dans les classifications, c'est quelqu'un qui est en recherche active d'emploi. Et il faut caractériser ce que cela veut dire. Donc on ne fait pas de sondage, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la relation du demandeur d'emploi à Pôle emploi, qui est l'organisme en charge de gérer ces questions. Et donc, un des critères utilisés, c'est la mise à jour du dossier. La mise à jour du dossier, ça veut dire vous avez pris contact avec votre conseiller, vous avez indiqué les derniers entretiens ou les futurs entretiens que vous aurez. C'est ainsi qu'on caractérise la recherche d'emploi. Je simplifie, puisqu'on a peu de temps. Et donc, effectivement, les critères, la fréquence notamment de mise à jour de ce fameux dossier ont changé, chemin faisant. Et donc, des personnes qui étaient en recherche active mais qui n'ont pas actualisé, par exemple, leur dossier, sont sorties des chiffres. Et donc, on a vu ce miracle opérer, qui était effectivement la stabilisation d'une courbe qui était hors de contrôle, et ce qui a permis à François Hollande de dire, écoutez, et c'était une des courbes, c'est-à-dire qu'en fait, l'auditeur le sait peut-être, il existe plusieurs catégories. Être en recherche d'emploi depuis un jour ou depuis 3 mois, être très activement, être en transition, travailler 1 heure ou ne travailler pas du tout, ce ne sont pas tout à fait les mêmes catégories. On a les fameuses catégories A, B, C, D. Donc ces agrégats, on les regarde quand ils nous arrangent. Et là, en l'occurrence, la catégorie qui a été utilisée, c'est une catégorie dont la définition a évolué en cours de route. Est-ce qu'il existe des chiffres donc du chômage réel qui entre guillemets vient récupérer ces gens qui ont été sortis des catégories? Alors en fait c'est simplement l'agrégation des différentes catégories qui permet d'appréhender le phénomène du chômage. Mais en fait le phénomène du chômage, il ne peut pas avoir de définition. Et souvent le problème de la statistique, c'est qu'il faut fixer, pour représenter un grand nombre, une règle un peu arbitraire. Donc la plupart du temps, les gens ne sont pas mal intentionnés. Nous devons vivre avec des conventions. C'est comme un feu de signalisation. Un feu de signalisation, c'est bête. Toutes les minutes, ça passe au rouge, même s'il n'y a personne. Mais on accepte cette convention parce qu'elle permet quelque chose. De la même manière, il faut fixer une définition pour obtenir un chiffre. Il n'y a pas de bonne définition du chômage. Si amusez-vous lors de votre prochain dîner à fixer ce que représente le chômage, vous trouverez toujours un contre-exemple. Donc effectivement, il faut regarder le phénomène globalement. Il y a aussi des études qui sont menées par les sociologues du travail qui permettent d'appréhender plus qualitativement le phénomène du chômage. Et c'est tout cela qui vient caractériser les choses. C'est ce qui rend le débat très compliqué en réalité. On va continuer à en parler, Samy Biazoni. Vous êtes l'auteur de Statistiquement Correct aux éditions du CERF, mais il est 9h et c'est le moment de faire un point sur l'actualité avec Adèle, pas Adèle, Adèle on la retrouve bientôt, mais avec Liselotte Dutreuil, pardon. Ligne droite. Vue de haut. Et nous sommes avec Samy Biazoni, auteur de Statistiquement Correct, un essai d'hygiène mentale face aux statistiques qui nous inondent. Et pour cet entretien, je suis accompagné de Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta. Et Régis, vous aviez une question. Oui, j'avais une question. Je voulais rebondir un petit peu sur l'actualité et sur... on parlait d'Emmanuel Macron tout de suite dans le Flash Info. Il y a quand même, parmi les membres du gouvernement, un statisticien... virtuose, je dirais, en la personne de Gérald Darmanin, qui hier nous a fait toute sa conférence de presse pour nous expliquer qu'il y avait étrangers expulsables dans les prisons et que en fonction... En fait, Monsieur Darmanin, que ce soit la question du terrorisme ou la question des OQTF, utilise à chaque fois la statistique. C'est-à-dire qu'en fait, pour justifier son action, ou là, en l'occurrence, pour justifier une carence quand même, ou quelque chose d'assez scandaleux qui met à mal le gouvernement. Et je voulais, est-ce que c'est pas devenu la statistique un langage ultra politique? Oui, alors il est indéniable que la statistique, et je l'explique, je viens dresser ce panorama historique dans le premier chapitre de mon ouvrage, de ce que j'appelle l'arrimage de la statistique au pouvoir politique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours eu un lien. Au départ, la statistique, c'est ce qui permet au statiste, l'homme d'État,
on retrouve étymologiquement ce lien entre statistique et État, de mener son action publique. Donc de comprendre, en réalité, au départ, c'était essentiellement des recensements, des richesses nationales, par exemple, pour pouvoir collecter l'impôt. Et puis progressivement, effectivement, cela s'est mué en véritable élément rhétorique, si bien qu'aujourd'hui, c'est même souvent un argument d'autorité presque définitif. Et c'est aussi un argument tout à fait commode du point de vue des propos défendus. Je vais donner un exemple très simple. Vous mentionniez M. Darmanin, le ministre Darmanin. Si j'ai envie de vous faire croire que la situation en termes de sécurité évolue favorablement en France, vous savez, c'est très simple. Et maintenant que vous le saurez, vous ferez attention à ces signaux-là. Pour décrire la criminalité, on dispose d'un grand nombre d'indicateurs. Vous pouvez prendre le nombre de meurtres, nombre d'agressions avec violence, d'agressions sans violence, de cambriolage. Il suffit que je prenne le seul indicateur qui ait évolué favorablement par rapport à une période antérieure, et puis que je dise, finalement, la criminalité baisse en France, regardez, le nombre de meurtres a baissé de 10%. Mais imaginez-vous que dans le même temps, le nombre d'agressions a été multiplié par 3, le nombre de vols à la tire par 10, mais je ne mentionne, par omission, je ne mentionne pas les autres indicateurs, et je prends, c'est un phénomène qu'on appelle la métonymie en rhétorique, je prends un élément et je fais passer l'élément pour le tout. C'est une manière très commode de pouvoir montrer que la situation sécuritaire augmente et que l'insécurité n'est qu'une impression, alors qu'en fait l'insécurité est réelle puisque les autres indicateurs le montrent, mais je ne vais pas le mentionner. Alors voilà, vous analysez les méthodes politiques d'interprétation de la statistique, mais également que généralement cet usage des statistiques s'accompagne aussi de glissements sémantiques, et vous parliez notamment d'un glissement qu'on n'a pas forcément remarqué, ou qu'on n'a pas forcément à l'esprit, qu'on remarque pas forcément, c'est celui de la violence vers les violences. Exactement. On a longtemps considéré, on le voit chez René Girard, on le voit chez les philosophes qui ont traité du mal, que la violence, c'était avant tout la violence qui meurtrissait les chairs, qui meurtrissait les âmes, souvent les deux de concert. Et puis progressivement, et notamment avec la pensée néo-progressiste, on est venu à considérer qu'il y avait des violences, on va dire, environnantes, omniprésentes. C'est le concept ou le pseudo-concept de micro-agression. On serait micro-agressé par le langage, par une couleur, par une référence, par une métaphore, par une image. Et c'est pour cela qu'il faudrait se méfier de tout, qu'il faudrait censurer, retirer des œuvres, prévenir toujours les individus. Et ça, c'est un glissement très important. Et donc c'est pour cela, et vous ferez attention, j'ai vu sur un mur, je le raconte dans le livre, en Espagne, les violences immobilières. C'était un graffiti des Indignados qui parlait de la hausse de l'immobilier à cause des étrangers. On connaît les violences, les VSS sexuelles et sexistes, on parle des violences routières, on parle des violences éducatives. Rendez-vous compte, on en est aujourd'hui à considérer que punir son enfant, c'est une violence éducative. Et donc ce glissement terminologique vient et a une raison d'être en réalité. La raison d'être, c'est de mener des luttes politiques. Puisqu'en caractérisant la violence, on dit que des individus sont violents. S'ils sont violents, ils sont condamnables. S'ils sont condamnables, nous pourrons les condamner. Et ça, on le voit très largement dans le débat public, ce glissement sémantique. Alors d'ailleurs, vous avez aussi écrit sur la langue, en fait, le langage, malaise dans la langue française. Comment faire face? Alors, on va revenir, on quitte pas le champ de la statistique, mais petit détour par le langage. Comment faire face également par ce langage médiatique, ce langage politique qui est envahissant et qui parfois supplante les vraies définitions, entre guillemets. Oui, bien sûr. En fait, on s'en rend peu compte, mais il y a beaucoup de locutions, il y a beaucoup de termes qui nous obligent à penser contre nous-mêmes. Je vais vous donner l'exemple le plus évident que vous avez mentionné quelque part un peu malgré vous, sans le dire explicitement, bien sûr. C'est le terme d'écriture inclusive, que moi je récuse totalement. Je dis, on doit parler d'écriture épicène ou écriture dite inclusive. Pourquoi ? Épicène. Épicène veut dire, en grammaire, qu'il y a les deux genres. Comme amour au singulier c'est masculin et amour au pluriel c'est féminin, donc amour porte les deux genres, donc c'est un mot épicène. Et donc l'écriture épicène, le langage épicène, c'est celui qui est susceptible de marquer la dualité de genre systématiquement. C'est un substitut à l'écriture inclusive. Pourquoi ? Parce que si vous dites je suis contre l'écriture inclusive, vous êtes contre quelque chose qui inclut. Mais qui êtes-vous pour être contre quelque chose qui inclut ? Et pour être exclusif. Vous êtes donc excluant. Et vous voyez, c'est un terme qui vous oblige à penser contre vous-même. Et en fait, nous sommes environnés de ces termes-là. Vous êtes contre l'inclusion, cher monsieur ? Attendez, comment vous pouvez être sincèrement contre l'inclusion ? Mais l'inclusion qu'on vous propose, ce n'est pas l'inclusion que vous aviez, que vous imaginiez. Ce n'est pas l'inclusion dans la concorde humaniste ou la concorde universelle, la concorde chrétienne. Non, l'inclusion
dont on vous serine les oreilles, c'est une inclusion qui est politique. C'est celle qui dit, mais attendez, pour que un tiers qui est considéré comme quelqu'un de minorisé, d'appartenant à une minorité, puisse être parfaitement inclus, il faut que vous lui donniez des privilèges, par exemple. Mais cette inclusion-là, ce n'est pas la vôtre. Et donc, à chaque fois que vous répétez que vous êtes contre l'inclusion, vous laissez entendre que vous êtes contre une vertu positive, alors qu'en réalité, vous critiquez ou vous érigez contre une notion, une acception contemporaine d'un terme qui a été récupéré. Et en plus, une écriture inclusive qui n'est pas inclusive jusqu'au bout, puisque notamment pour les personnes malvoyantes, etc., c'est une vraie difficulté. Régis Le Sommier. Oui, alors moi j'avais une question un petit peu pour remettre en perspective historique. Je m'interroge sur est-ce que finalement le caractère souverain justement aujourd'hui de la statistique ne vient pas du vote tout simplement, du cheminement qu'on conduit nos sociétés, en particulier en France, vers le suffrage universel. Et je voudrais, par rapport à ça, en fait, le fait que le sondage ou l'expression d'une statistique, ça serait une auscultation instantanée de la population et que ça voudrait dire des choses, mais que on n'a pas assisté dans la société française à une inversion des choses. C'est-à-dire que au départ, le nombre, il est inquiétant. Le nombre, il est déraisonnable. Il est considéré, et il y a eu une grande opposition, par exemple, pour l'acquisition. Il y avait le suffrage censitaire au XIXe siècle, mais progressivement d'élargir à d'autres catégories, en particulier le vote des femmes, par exemple. Eh bien, ça aurait provoqué des chaos. Enfin, à l'époque, c'était perçu comme fauteur de troubles. Et est-ce que finalement, on n'est pas aujourd'hui dans une société où, sur la lancée de ce suffrage universel, qui donne l'expression politique, eh bien, on n'a pas voulu, on ne vit pas dans une sorte de dictature de la statistique à cause de ça. Alors, disons que le suffrage universel, c'est probablement un sous-segment de quelque chose de plus large et plus massif qu'on appelle simplement la démocratie. La démocratie exige d'éviter le fait du prince. Et pour éviter le fait du prince, c'est-à-dire la décision arbitraire d'un gouvernant, personne n'a envie que Emmanuel Macron se lève un matin et dise « tel est mon bon désir, tel est mon bon vouloir, je prendrai telle mesure ». Non. Donc la démocratie exige une forme de transparence. Cette forme de transparence prend souvent appui effectivement sur la statistique, qui est une manière de décrire le réel. Mais vous avez tout de même raison. Effectivement, le suffrage universel, c'est la participation de tous, à tous, si je puis dire, de manière caricaturale. Et donc cette participation, elle exige une représentation. Et la représentation du nombre, c'est la statistique. Alors, vous alertez face à la statistique, du moins du tout statistique, à une baisse du niveau en mathématiques qui nous fait en fait être vulnérables, qui nous rend vulnérables face à un discours mathématique. Et d'où vient, quelle est l'ampleur de cet effondrement du niveau des mathématiques et comment nous expose cette baisse de ce niveau à une vulnérabilité à la statistique. Alors, on a dans tous les classements, et là, personne ne récuse cela. Autant on peut discuter, notamment sur les critères plus verbaux, sur certaines disciplines du domaine de la connaissance, quant à l'évolution des jeunes générations par rapport aux plus anciennes, autant sur la maîtrise des mathématiques, puisque c'est très objectivable, les compétences mathématiques, il n'y a absolument aucun doute. Le niveau ne fait que baisser, il ne fait que baisser depuis plusieurs décennies, et aujourd'hui, il nous place vraiment dans le ventre mou des pays de l'OCDE. C'est-à-dire qu'on est aux côtés de pays qui ont des niveaux de vie beaucoup plus modestes, qui n'ont pas notre grande tradition mathématique. Mais il faut toujours se méfier de cela. Si c'était parfaitement vrai, comme on le dit toujours, nous n'aurions pas l'énergie, la vitalité scientifique que nous avons. En fait, il faut voir que lorsqu'on abaisse le niveau, en réalité, on pénalise les plus modestes. On pénalise les classes moyennes et les classes populaires. L'élite, si je puis dire, les mieux lotis, ceux qui vont en classe préparatoire, scientifique, qui continuent à fréquenter les grandes écoles, continuent à avoir un niveau tout à fait bon et pas si différent de celui des plus anciens. Alors bien évidemment, il est quand même différent parce qu'ils sont passés par un baccalauréat au rabais. Il suffit faites l'exercice de prendre les épreuves d'aujourd'hui, de les comparer aux épreuves d'il y a 20 ans, de faire la même chose avec les épreuves 20 ans plus tôt, et vous verrez l'impossibilité de traiter le sujet pour une génération par rapport à celle de ses aînés. Nous, les gouvernements respectifs et successifs ont continuellement abaissé le niveau exigible, et on a vu une tribune par exemple cette semaine sur un sujet connexe des linguistes d'un groupe qui s'appelle Linguistes Atterrés dans le monde, qui appelle à une réforme massive orthographique.
donc c'est-à-dire l'extension de la réforme de 90, donc d'abaissement du niveau de l'orthographe, de simplification de l'orthographe pour le rendre plus phonétique. Ce n'est pas en faisant cela que nous aiderons les plus modestes, que nous aiderons la population générale à hausser le niveau. Non, c'est en étant exigeant et c'est là le rôle de l'école. Et du coup, j'en reviens à qu'est-ce qui fait qu'une population moins bonne en maths, pour faire court, est moins capable d'appréhender et de décrypter la statistique et comment elle est présentée. Bien sûr. En fait, la statistique, c'est une science mathématique. Et donc, elle exige la maîtrise de quelques concepts simples. Un exemple que je cite toujours, que j'ai donné dans le livre, j'ai interrogé plusieurs dizaines d'amis journalistes autour de moi, à peu près toutes les rédactions, donc de tous bords politiques, de tous âges. Je leur ai posé une question très simple, quelle est la différence entre un mode, une moyenne et une médiane? Et si vous faites le jeu ici... Médiane, je pourrais, mais mode, non. Voilà. Mais un mode, c'est pas grave. Même médiane et moyenne, c'est déjà très bien. Et en fait, presque aucun n'a su répondre convenablement. Vaguement, oui, mais convenablement. Or, il s'agit vraiment des briques essentielles. C'est comme si je vous disais qu'est-ce qu'un complément d'objet direct et que vous ne saviez pas répondre. À ce moment-là, c'est très ennuyeux puisque nous ne pouvons pas mener une discussion informée sur un certain nombre de sujets. Et en matière de statistique, il s'agit bien de cela. Donc déjà, la maîtrise des fondamentaux constitue le socle qui permet d'être un peu moins vulnérable parce que ça permet d'appréhender les calculs qui sont faits et d'avoir un regard critique sur la production statistique. Alors, autre outil journalistique qui s'appuie souvent sur la statistique, donc excusez-moi pour l'anglicisme, fact-checking, vérification de faits, et en fait tout simplement vous dites que c'est un outil, c'est un journalisme comme un autre, alors que nous pensions que c'était la recherche de la vérité. Alors c'est pas tout à fait un journaliste comme un autre. La recherche de la vérité, c'est le rôle normalement de tout journaliste. Je sais qu'on s'est beaucoup habitué à n'avoir uniquement que des journalistes d'opinion dans ce pays, mais en fait, le travail du journaliste, c'est normalement de décrire le réel et de le porter à la connaissance du public. Le fact-checker, la différence entre les deux, entre le vérificateur de faits, ce que vous appelez le fact-checker, et le journaliste, on va dire, traditionnel, c'est que le premier vient décrire le réel, vient s'intéresser au réel tel qu'il est, et l'autre, le vérificateur des faits, vient s'intéresser à la manière dont les premiers ont opéré, se sont intéressés au réel. Donc c'est ce qu'on appelle une méta-analyse, une analyse d'analyse, si je puis dire. Donc ils n'ont pas tout à fait le même statut. Toujours est-il, ce que j'explique, c'est qu'ils sont victimes des mêmes biais. Et vous savez, dans les rédactions de vérification de faits, nous avons des individus qui ne savent pas beaucoup mieux la différence entre une médiane et une moyenne. Donc en fait, l'opinion joue énormément dans la façon d'analyser les statistiques pour infirmer ou confirmer tel ou tel fait. Merci beaucoup Samy Biazoni d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Statistiquement Correct aux éditions du Cerf, un essai qui veut mobiliser le citoyen à décrypter, analyser les statistiques. Merci beaucoup et à bientôt peut-être. Merci Baudouin.